Jusqu'à maintenant, la victime de l'agression de Saddam Hussein et de l'Irak a dit qu'elle exercera d'une part son droit de légitime défense, mais d'autre part, elle se réservera le droit de juger elle-même quelle est la date et l'endroit où est la fin de cette riposte. Donc vous ne croyez pas, finalement, vous prenez cette dépêche avec infiniment de circonspection? Absolument. Oui, c'est-à-dire que peut-être c'est intéressant, monsieur l'ambassadeur d'Arabie, c'est peut-être qu'Israël a prévu éventuellement de différer sa réaction et de ne pas la faire intervenir à chaud, ce qui pourrait être effectivement embêtant pour la coalition. Monsieur Carrero, l'attitude d'Israël ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit. Moi, je viens ici exposer, nous, elle nous intéresse parce que c'est une des données du problème. Exposer le point de vue de mon gouvernement. Vraiment, il ne faut pas sortir du contexte du problème. Parce que ce qui intéresse le monde arabe pour le moment, c'est de parler du problème. Vous savez, ça veut dire de la libération du Koweït. Et si vous permettez, monsieur Carrero, je voudrais vous citer une partie d'un éditorial qui n'est pas ni celui d'un journal koweïtien ni saoudien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle de M. Saddam Hussein, de ce qui se passe actuellement, l'opération militaire. Il dit ici, c'est là le premier prix que doit payer Saddam Hussein pour son entêtement à défier la communauté internationale. Ce résultat était prévisible, et c'est bien pourquoi beaucoup pensaient et espéraient que M. Saddam Hussein, je ne veux pas utiliser le mot qui a été ici, finirait par céder, soit quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum du Conseil de sécurité de l'ONU, soit quelques heures après. Et ce qui est plus important, nombre d'issues honorables lui ont été indiquées depuis des semaines, notamment par la France et, mardi encore, par M. Pérez de Cuellar. Plutôt que de jouer cette carte et d'empocher, c'est le point de vue du journal, et d'empocher les dividendes territoriaux, pétroliers et financiers qui n'auraient eu aucun mal à arracher au Koweït, il a préféré camper sur des positions intransigeantes qui ne peuvent maintenant que voler en éclats. Oui. Donc, Monsieur l'ambassadeur, en un mot. Nous vous retrouvons tout de suite après, mais nous nous interrompons quelques instants, mais ne quittez pas l'écoute, nous nous retrouvons dans quelques minutes. Les Américains communiquent leur bilan, le bilan des pertes alliées. L'aviation américaine a effectué 4000 sorties depuis le début de la guerre et pour le moment, selon le Pentagone, donc 4 appareils américains ont disparu, dont un F-18 abattu jeudi. 7 aviateurs américains ont également disparu et 3 soldats sont légèrement blessés. C'est une source du Pentagone. Hein. La Grande-Bretagne aurait perdu 2 tornados et un avion italien a également disparu. Côté irakien, Bagdad reconnaît que des objectifs militaires ont été touchés, mais ne communique aucun bilan précis. Selon toujours les Américains, 3 vedettes de patrouille maritime auraient été mises hors de combat et 8 appareils irakiens ont été détruits. Israël a commencé aujourd'hui à déployer des batteries supplémentaires de missiles antimissiles Patriot pour se protéger contre de nouveaux tirs de missiles Scud irakiens. Ces batteries sont arrivées des États-Unis ce matin, a précisé l'armée israélienne. Premier objectif de l'allié américain, aider à réagir contre les attaques irakiennes, mais également sans doute rassurer l'État hébreu et le calmer, sinon le dissuader de riposter. Il semble difficile à cette heure-ci pourtant de penser que les Israéliens renonceront à des représailles. Tout au long de la journée, des représentants du gouvernement ont annoncé que Jérusalem ne pouvait pas rester passif devant les attaques irakiennes à répétition. En début de soirée pourtant, il y a à peu près 10 minutes, un responsable américain cité par l'agence Reuters assurait qu'Israël ne riposterait pas, une information commentée avec beaucoup de scepticisme par l'ambassadeur d'Israël il y a quelques instants sur notre plateau. Le futur est sombre, très sombre pour tous, car la crise du Golfe ne fait que commencer. C'est la première déclaration officielle du roi Hussein de Jordanie au cours d'une conférence de presse au Palais Royal. Il a demandé la reprise des contacts diplomatiques pour mettre fin au combat. Nouvel appel à Israël enfin de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite il y a quelques instants. Il ne faut pas qu'Israël saisisse cette occasion pour entamer une guerre. L'ambassadeur a également exclu tout laxisme de la part de son gouvernement. Nous appliquons le règlement international pour faire respecter notre souveraineté. Il faisait allusion à un éventuel survol de l'espace aérien saoudien par des appareils israéliens. Avant de vous retrouver, Gérard, et de retrouver vos invités, les 2 déclarations importantes de la journée, celle du roi Hussein et celle du ministre israélien Avi Pazner.
Est-ce que, par exemple, la France serait d'accord qu'il y a quelques missiles qui tomberaient sur Paris? Qu'est-ce que c'est cette histoire de missiles qui nous tombent dessus? Il faut faire arrêter cela. Nous connaissons les données du problème. Nous les prendrons en considération, mais il faut bien comprendre qu'Israël a droit à la légitime défense, et c'est Israël qui décidera où, quand et comment réagir à ces attaques. Made it abundantly clear that this is a sovereign country. Il est bien clair que nous sommes un pays souverain, And that we will defend que nous défendrons notre territoire, our territory notre espace aérien contre airspace quelque incursion que ce soit, d'où qu'elle vienne, against any possible et incursion quel que from soit le any conflit. side to any conflict. Our means are limited. Nos moyens sont limités, mais nous sommes but we are déterminés à determined faire to do tout whatever notre we can possible to ensure that pour assurer our l'inviolabilité de airspace notre and espace land is aérien et de notre territoire. violated from any side to Et cela, quel que soit le any conflit, conflict, and et particularly surtout during dans cette this période very, particulièrement very troublée. difficult. Monsieur l'ambassadeur de Tunisie, merci de nous avoir rejoints. Je voudrais vous poser une question simple. On a constaté depuis ce matin une relative modération d'un certain nombre d'États arabes. Monsieur l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, monsieur l'ambassadeur du Koweït, qui aura l'occasion de préciser sa pensée tout à l'heure. Et par contre, on a trouvé une position beaucoup plus dure dans les pays du Maghreb, notamment dans la rue de ces pays, notamment à Alger, mais aussi à Tunis. Alors est-ce que le gouvernement tunisien partage effectivement le sentiment de la foule tunisienne quand elle s'en prend par exemple à François Mitterrand? Certainement pas. Le gouvernement tunisien a déjà exprimé sa position, comme vous le savez, à maintes reprises. Et il se trouve que cette position-là est très proche, a été très proche de la position française, avant que la France, bien sûr, ne s'engage sur le terrain, ce qui crée une nouvelle situation. Maintenant que dans une manifestation de rue, il est fusé des cris hostiles au président Mitterrand, je dirais à ce sujet-là, en dégageant une certaine nuance, si vous permettez, qu'elle serait peut-être à la hauteur de l'affection que ce même peuple tunisien n'a pas cessé de nourrir à l'endroit du président Mitterrand, comme cela a été constaté en France lors de la visite du président Ben Ali, comme cela a été constaté également à travers la visite du président Mitterrand en Tunisie. Cela relèverait, si vous permettez, d'une certaine, disons, déception. Le peuple tunisien a fondé de très très grands espoirs dans l'intervention du président Mitterrand en faveur de la paix, et figurez-vous que nous continuons de croire, malgré ce qu'il dit par ailleurs au sujet de la délicatesse de la situation, comme quoi il ne faut pas entamer le moral du corps expéditionnaire français sur le terrain. Nous continuons de croire qu'il appartient encore au président Mitterrand d'agir aujourd'hui pour suspendre les hostilités. Mais est-ce que par exemple la Tunisie se prêtera à ce qui est l'objectif réel de Saddam Hussein, c'est-à-dire de créer une nouvelle guerre, une guerre qui opposerait les États arabes à Israël, à travers son agression contre Israël? Est-ce que vous allez vous prêter à cette provocation de Saddam Hussein? La guerre contre Israël n'est pas un objectif en soi. L'objectif, comme vous le savez, c'est la paix. Nous travaillons pour la paix. Il y a à peine 2 jours, nous avons encore lancé un appel pour la paix au Conseil de sécurité, qui, si vous permettez, a pour vocation de défendre la paix et non pas de déclencher une guerre. Nous n'avons rien contre Israël. Ce que nous voulons, c'est la paix. Mais vous condamnez, par exemple, les raids de Scud sur Israël. Israël qui n'est pas part entre la coalition d'une part et l'Irak, il y a effectivement une guerre. Israël est en dehors de cette guerre. Est-ce que vous trouvez normal qu'on lance des scuds sur Israël? Nous avons toujours voulu parler au fond du problème. L'envoi des scuds sur Israël n'est que la conséquence de la guerre actuelle contre laquelle nous nous sommes élevés. Gérard Ferrero, monsieur l'ambassadeur, pardon, nous avons Damas en ligne, Jean-Pierre Abou. Justement, c'est intéressant, Jean-Pierre Abou. La Syrie, quelle est la position de la Syrie aujourd'hui? Est-ce que l'animosité personnelle entre Hafez el-Assad et Saddam Hussein est plus grande que le danger de voir Israël entrer dans le conflit? L'animosité entre Saddam Hussein et Hafez el-Assad, pour l'instant, on n'en parle pas tellement ici à Damas. Disons d'ailleurs que le président Hafez el-Assad est très discret ces derniers jours. Depuis le déclenchement de la guerre, il n'a pratiquement rien dit, il n'y a eu aucun commentaire. En revanche, la Radio Damas, par exemple, aujourd'hui, Radio Damas qui est totalement gouvernementale, a annoncé les deuxièmes tirs de missiles irakiens contre Israël en accusant Saddam Hussein de vouloir entraîner Israël dans cette guerre pour induire les Arabes en erreur. C'est-à-dire qu'en fait, la presse syrienne
qui est toute gouvernementale et donc qui reflète les idées de Hafez el-Assad, continue à attaquer surtout, disons qu'elle attaque davantage Saddam Hussein en le dénonçant comme étant responsable de la tragédie que vivent les Arabes actuellement, et elle parle beaucoup plus de la responsabilité de Saddam Hussein que des missiles irakiens tirés contre Israël. Et il est presque évident maintenant, enfin il est évident même, que la Syrie ne se considérera pas comme en guerre ou n'interviendra pas dans ce conflit s'il y a une riposte limitée de la part d'Israël. Jean-Pierre Abou, merci. Notre correspondant en Israël demande à nous parler. Loïc Bérou, vous êtes en Israël, la nuit est tombée maintenant. La nuit est tombée maintenant, Loïc Bérou? Non, je ne vous en... Oui, Michel, vous savez ici qu'en Israël, chaque nouvelle nuit est porteuse de nouvelles angoisses. Les rues sont absolument désertes ce soir à Jérusalem, et l'épouvantail qui hante les Israéliens, c'est l'arme chimique. Saddam Hussein a frappé de jour, il a frappé de nuit. Pourquoi, se demande-t-on ici, il ne frapperait-il pas avec des armes chimiques s'il en dispose? Pourtant, il faut souligner l'extraordinaire calme et l'extraordinaire discipline des Israéliens. Les attaques des derniers jours ont eu une valeur de répétition générale, et il est fort probable que même une attaque chimique, compte tenu du degré de préparation des Israéliens, ferait très peu de victimes. Mais vous l'aurez compris, l'important en Israël, ce n'est pas tant le nombre de victimes que la valeur symbolique de ces attaques irakiennes, qui sont une première historique dans l'histoire du pays. Et autant hier, si les Israéliens pouvaient tolérer que leur pays ne réplique pas à un premier camouflet de ce type, je crois que l'opinion publique ce soir exerce une pression très forte, même si elle est diffuse, parce que les gens sont feutrés chez eux pour que Israël réplique. Loïc Bérou a terminé, Gérard Carrero. Oui, je crois qu'on peut pratiquement conclure cette tournée que nous avons faite à la fois des capitales arabes et également, grâce à nos invités, consulter en quelque sorte un certain nombre de gouvernements. Il semblerait, et je crois que c'est très clair ce qu'elle nous a dit Jean-Pierre Abou de Damas, il semblerait que ce soir, et vous me direz, monsieur l'ambassadeur du Koweït, si vous pensez que j'ai raison, il semblerait que ce soir, les risques d'extension du conflit, les risques que la provocation de Saddam Hussein en attaquant Israël ait réussi à fissurer le monde arabe, ces risques finalement semblent assez limités. Ah oui, certainement c'est limité. Sur le plan des gouvernements arabes, je crois que les gouvernements arabes qui se trouvent dans la région et qui sont à côté des forces multinationales, ce sont des pays qui se sont exprimés, et que ce soit la Jordanie, la Syrie, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Donc sur ce plan, il n'y a pas de risque. Quant à l'exploitation de Saddam Hussein de l'islam pour bénéficier des compassions des mouvements islamistes, je crois que ça c'est aussi loin. Et, depuis 3 jours maintenant, il y a cette guerre qui a commencé, et on n'a pas vu vraiment un embrasement, on n'a pas vu vraiment une explosion du monde arabe. Même sur le plan des masses arabes, comme vous dites, on a vu quelques manifestations en Jordanie ou en Tunisie ou en Algérie. Bon, mais surtout dans notre région, il n'y en a pas. C'est-à-dire ceux qui sont engagés dans les forces. Quant au Maghreb, je crois, ils sont... Monsieur l'ambassadeur, ceux qui sont plus loin sont plus véhéments, mais ceux qui sont dans la région sont modérés. Merci, messieurs. Alors, Françoise Laborde, depuis le Conseil des ministres de ce matin, Conseil restreint de ce matin, on a l'impression d'un infléchissement de la politique française. Oui, on disait jusqu'à présent que seul le Koweït serait attaqué par les troupes françaises. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on consent attaquer aussi l'Irak, chemin faisant, si j'ose dire. Oui, disons qu'il y a eu une petite explication après les déclarations du ministre de la Défense qui avait déclaré avant-hier, en effet, que la France... les interventions françaises se limitaient au territoire koweïti. Alors aujourd'hui, on a éprouvé le besoin à l'Élysée de donner quelques précisions supplémentaires, et on indique qu'il ne faut voir là que le résultat d'une répartition technique des tâches. Chaque corps d'armée s'est vu attribuer une fonction bien précise en fonction de sa technologie. La France ayant fait le choix de la dissuasion nucléaire, elle ne dispose pas, comme les Britanniques, d'avions de combat capables de voler à longue distance. En revanche, les Jaguars français sont plus efficaces pour les combats rapprochés et à basse altitude. Et souligne-t-on, ces avions français réalisent des missions pointues et difficiles. Ce sont eux qui se sont notamment chargés de détruire les dépôts de missiles Scud sur le territoire koweïtien, des dépôts défendus par la DCA irakienne, ce qui constitue une mission très dangereuse. Alors,
Voilà pour les explications techniques. Sur le plan politique, vous l'avez dit Michel, on peut noter un infléchissement important. Jusqu'à présent, la France n'intervenait que sur le territoire koweïtien. Aujourd'hui, elle le déclare officiellement. Elle ne s'interdit en aucune façon de participer à des opérations en dehors des frontières koweïtiennes, y compris s'il le faut sur le territoire irakien. Et je crois qu'il faut quand même ajouter à cela, c'est important que cette position est en phase avec l'opinion publique française, puisque dans 2 sondages publiés ce matin dans 2 journaux, d'abord dans le Figaro, 67% des Français approuvent l'attaque contre l'Irak et 53% souhaitent une participation importante et décisive de la France. Dans le sondage Libération 7 sur 7, 3 Français sur 4 approuvent les décisions de François Mitterrand. Français qui sont sceptiques devant les intentions réelles. 54% estiment que c'est le pétrole qui est la motivation première. Des Français donc favorables à l'intervention militaire, mais tout de même un peu sceptiques et inquiets. Oui, Françoise Laborde, merci d'ailleurs. Pour compléter ce volet français de la guerre du Golfe, il y a le renforcement, effectivement, très net des mesures de sécurité en France, avec un certain nombre de mesures annoncées par le ministère de l'Intérieur, par Pierre Jox. Sur ces mesures, donc, Alan Rothschild. Jeudi 17 janvier à l'aube, le ministre de l'Intérieur décrète l'alerte renforcée pour prévenir toute menace terroriste sur le territoire français. Le plan Vigipirate entre dans sa phase numéro 2. 200 000 policiers et gendarmes sont totalement mobilisés. Dans la capitale, la sécurité est renforcée autour de points stratégiques comme le palais de l'Élysée, les ministères et les ambassades des pays directement impliqués dans la guerre du Golfe. La surveillance des accès aux lieux publics, des abords des lieux de culte, des grands magasins, des gares et des aéroports est accrue. Toutes les entreprises stratégiques dans l'énergie, la chimie, l'armement ont musclé leurs dispositifs de sécurité. Toutes les entrées de personnes et le courrier livré sont systématiquement contrôlés. Des patrouilles régulières sont effectuées autour de ces sites industriels. Pour les contrôles aux frontières, de nouvelles instructions ont été données à l'ensemble des services, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la gendarmerie et de la sûreté du territoire. Un contrôle renforcé des personnes est entré en vigueur, en particulier pour les ressortissants des pays dits sensibles. Les éventuels citoyens irakiens se verraient systématiquement refuser l'entrée sur le territoire français. Des opérations coup de poing aux frontières franco-belges et franco-espagnoles ont déjà été organisées. Les services de renseignement comme la DST et les renseignements généraux ont accru leur travail de surveillance et d'infiltration des groupes pro-irakiens, de la mouvance palestinienne et des milieux islamiques. En cas d'attentat terroriste, le plan Vigipirate cédera la place à un nouveau plan qui en sera la suite logique, mais dont la direction générale de la police nationale se refuse pour l'instant à en donner la teneur et le nom. Avant de conclure avec Michel Cotta et Charles Villeneuve sur les aspects militaires du conflit, monsieur l'ambassadeur de Tunisie, vous vouliez ajouter un mot que vous considérez comme très important? Oui, je m'excuserai de trouver ça amusant dans de pareilles circonstances, mais vous m'aviez interrompu juste au moment où je commençais par dire nous n'aurions rien contre Israël. Alors il faut même que je termine ma phrase, n'est-ce pas? Nous n'aurions rien contre Israël si Israël avait permis que le peuple palestinien puisse avoir ses droits élémentaires, n'est-ce pas, à l'autodétermination et ériger son État comme tout le monde le reconnaît. Voilà ce que je voulais dire. Et si une telle situation existait, il n'y aurait pas aujourd'hui dans les rues de Tunis ou d'Alger ou d'ailleurs des gens pour crier, lancer des slogans hostiles à l'Amérique ou à la France ou à qui que ce soit. Cette précision était donc importante, vous l'avez donc donnée. Merci, monsieur l'ambassadeur. Michel et Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, une question, je crois que beaucoup de téléspectateurs se posent, c'est comment est-ce que ces fusées qui font 650 km, ces fusées Scud qui font 650 km, arrivent en Israël en étant capables de faire de tout petits dégâts. Il y a un aspect tout à fait psychologique, naturellement, de ces bombes et de ces Scud, mais finalement, peu d'impact, et il faut s'en réjouir, naturellement, mais peu d'impact matériel. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces Scud? D'où partent-elles et pourquoi arrivent-elles sans aucune portée? Alors, pardonnez-moi, mais elles font 300 km de portée au maximum. Ce sont des fusées soviétiques, des Scud B, qui ont été livrés à l'Irak, à peu près 36 lanceurs et une centaine de missiles. L'Irak a acheté donc à l'Union soviétique 100 fusées, Scud B de 200 km, et on a allongé leur portée à 300 km. Bon, or vous savez, c'est comme dans un avion, quand on allonge la portée d'un avion, on augmente sa capacité du réservoir d'essence, et donc on diminue sa portée en armes. Il ne peut transporter que moins d'armes. Donc Dieu merci, ces Scud sont... Donc la charge explosive du Scud, parce qu'on a allongé sa portée, est une charge qui est réduite. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une arme militaire, ce n'est pas une arme de destruction, c'est une arme psychologique. C'est une arme qui ne fait pas de dégâts matériels extrêmement importants, ni de victimes extrêmement importantes.
mais c'est une arme qui est faite pour impressionner la population. Bon, merci Charles Villeneuve. Merci. Et nous allons maintenant conclure cette édition, puisque de toute façon, vous allez retrouver dans quelques minutes un grand journal consacré pour l'essentiel, bien sûr, à la guerre du Golfe, grand journal de 20 h, présenté par Ladislas de Hoyos. Information permanente sur TF1, donc, dans quelques minutes. Bonsoir et merci d'avoir